Donc on va pouvoir commencer. D'abord bienvenue à celles et ceux qui viennent au musée pour la première fois, mais aussi bienvenue à ceux qui viennent pour une X fois. Donc Christian Joschke, Frédéric Gennevet, je présenterai Christian de manière plus approfondie juste avant son intervention. Donc on est réunis cet après-midi pour la première séance de notre séminaire consacré à l'histoire de regard. Alors pourquoi un séminaire sur l'histoire de regard? C'est parce qu'il y a quelques mois, j'ai été contacté par la direction actuelle du journal Regard, qui avait à l'esprit la proximité des 100 ans du journal, puisque le journal est né en 1928. L'idée était d'aller vers une exposition, une publication grand public. Et dans la discussion, j'ai proposé qu'avant de se lancer dans la réflexion sur une exposition, peut-être fallait-il faire un point scientifique sur l'histoire de Regard. Et c'est comme ça que donc s'est construit le séminaire qui va se dérouler donc à partir d'aujourd'hui en moyenne une fois par mois jusqu'au début même maintenant de l'année 2026. Il me paraissait important de lancer une réflexion scientifique parce que le journal Regard il est à la fois très connu. J'ai envie de dire que c'est un monument de l'histoire de la presse. C'est un monument d'histoire de la photographie. Il est surtout connu pour les années 30, beaucoup moins pour les années postérieures à la Seconde Guerre mondiale et encore moins pour les périodes les plus récentes. Donc il nous est apparu intéressant d'essayer de couvrir de manière globale en tout cas tenter de commencer, on va être modeste, à couvrir de manière globale cette histoire. Alors donc j'ai l'immense honneur de faire cette intervention introductive que j'ai intitulée Jalons pour l'histoire de Regard. Alors d'abord pour quelques étapes, quelques remarques, enfin quelques étapes pour que tout le monde puisse avoir les repères. Donc je l'ai dit, le journal Regard est né en avril 1928 avec le titre Nos regards, illustré mondial du travail. Cette première série s'achève à l'automne 1929. Il y a une seconde série qui est relancée en 1932 avec un autre titre, Regard sur le monde du travail. La deuxième partie du titre sur le monde du travail disparaît en août 1933 avec le numéro 24 et en janvier 1934 il y a deux numérotations qui apparaissent sur le journal, celle qui a commencé donc en 1932 et puis à partir de janvier 1934 donc un numéro 1. Et jusqu'en 1936, on aura la double numérotation. Le journal est interdit, c'est pas cesse, est interdit à l'automne 1939, dans le cadre évidemment de l'interdiction générale de la presse communiste. Son dernier numéro est publié le 28 septembre 1939. Il ressort après la guerre en janvier 1945, jusqu'en 1960, et là il va connaître de 1960 à 1995 une longue éclipse. Et puis pendant l'année 2000, à l'occasion du 30e congrès du Parti communiste français, il y a un changement, j'y reviendrai, et il y a une nouvelle série du journal qui commence. Alors je vous propose, donc après ces repères chronologiques, je vous propose d'aborder l'histoire de Regard sous trois angles. D'abord, dire en quoi ce journal était un journal communiste. Ensuite, voir en quoi c'était une entreprise de presse, mais évidemment une entreprise de presse fragile, voire très fragile. Et puis un troisième point sur les équipes qui ont fait et qui font Regard. Alors pourquoi un journal communiste? D'abord parce que à sa création, enfin il est créé par Münzenberg qui est à la tête du Secours ouvrier
internationale, donc une organisation qui dépend de l'Internationale communiste. Donc construit et lancé sur le modèle d'un journal communiste allemand qui était aussi dirigé ou directement ou indirectement par Münzenberg, l'Arbeiter Illustrator. Alors mon allemand très ancien, excuse-moi Christian, et Illustrierte Zeitung AIZ. Voilà, j'avais la AIZ dorénavant. Donc le journal Nos Regards est construit explicitement puisqu'il y a un article de la correspondance internationale de l'automne 1928 qui mentionne l'AIZ comme modèle. Mais au même moment, et ça pourrait être une question, la création de ce journal communiste, donc il a un modèle, l'AIZ, il a des modèles implicites. Toujours dans le même article de la correspondance internationale, il s'agit de construire, de faire un journal, de sortir un journal qui concurrence la presse bourgeoise. La formule est quasiment telle quelle. Alors ça peut concerner plusieurs journaux, mais ça concerne peut-être, c'est pas dit, l'autre journal qui sort aussi au printemps 1928, c'est-à-dire le journal dirigé par Lucien Vogel, Vue. Mais au même moment, quasiment au même moment, la même année, à quelques mois, vous avez aussi la sortie du journal Monde de Barbus. Et donc là, il y a une question. Pourquoi ces deux journaux sortent quasiment à la même date? Est-ce qu'il y a une concurrence? Est-ce que Münzenberg est en concurrence avec Barbus? Donc, sur quel point? Ça, c'est une question peut-être qu'on pourra approfondir. Et en octobre 1928, il y a un autre journal illustré qui est publié, c'est l'Appel des Soviets, donc qui est le journal de l'association des amis de l'URSS. C'est le premier titre donc du journal des amis de l'URSS qui sort en octobre 1928 et qui est aussi un journal illustré. Donc Nos Regards prend place dans un écosystème à la fois d'autres journaux communistes et de la presse en général. Ce journal est aussi un journal communiste parce que, je viens de le dire, il est d'abord un journal lié à l'Internationale communiste et à l'activité de Münzenberg, mais il va devenir, à partir je vais le dire comme ça peut se discuter, à partir du milieu des années 30, il devient un des journaux du Parti communiste, et non plus simplement de l'Internationale communiste. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que au printemps 1934, c'est Jacques Duclos. Alors là, ça donne un sens évidemment au lieu où nous sommes, puisque ce musée a aussi été créé entre autres par Jacques Duclos. Donc c'est Jacques Duclos qui devient le représentant de l'Internationale communiste auprès du journal Regard. Alors Duclos, c'est évidemment aussi un internationaliste, un international, mais c'est aussi un dirigeant du Parti communiste. Et on verra qu'au même moment, dans ma partie sur la question des propriétaires du journal, qu'on assiste en quelque sorte, on est dans la période du Front populaire, du début du Front populaire, à une nationalisation du journal par le Parti communiste. Ensuite, il demeure le journal du Parti communiste jusqu'en 1960 et on va dire, il applique la ligne du parti pendant toute cette période. Quand il renaît en 1995, c'est donc lorsque Robert Hue est secrétaire national du Parti communiste. Regard naît de la fusion entre Avancée, qui est le journal du PCF consacré aux sciences et techniques, et de l'hebdomadaire Révolution. Alors au départ, ça a pu apparaître comme une volonté de mise au pas de Révolution, puisque son directeur était le dirigeant communiste refondateur Guy Hermier. Mais en réalité, c'est pas contradictoire. Robert Hue est aussi à la recherche d'un journal qui puisse le soutenir dans sa volonté de mutation. D'autant plus que Robert Hue a une certaine, j'ai envie de dire, une confiance relative à l'égard de la direction de l'humanité. Donc peut-être cherche-t-il un journal qui puisse le soutenir.
Ce journal, en 1995, va être dirigé par Henri Malberg, qui, dans un entretien, va qualifier le journal de journal communiste, mais le sous-titre, ça sera pas journal communiste, ça sera le mouvement des idées. En 2000, nouveau changement. Alors que Robert Hue accélère, en tout cas, donne l'impression d'accélérer la mutation lors du congrès de l'année 2000, les refondateurs se rapprochent de Robert Hue et obtiennent dans la discussion la direction de Regard. Il s'agit, ils sont présents, ça fera l'objet d'un séminaire, enfin un des derniers séminaires, donc Roger Martelly et Catherine Tricot, qui avaient été des animateurs du journal des refondateurs communistes créé en 1992, Futur. Donc c'est eux qui prennent la direction de Regard. La lune de miel entre eux et Robert Hue est de courte durée. Voilà, il y a des désaccords qui s'accentuent sur plein de questions, mais notamment sur la participation gouvernementale. Et donc progressivement, le journal va s'émanciper du parti communiste, va devenir ou tenter de devenir indépendant financièrement, et on va assister au fil des années à une série de sous-titres. Alors d'abord, c'est la première fois et c'est la seule fois dans l'histoire de Regard, il y aura un sous-titre mensuel communiste, mais communiste avec un S, pour dire on peut être communiste de plusieurs façons et que le journal n'est pas que le journal des adhérents du Parti communiste, mais plus tard il deviendra mensuel post-capitaliste. Il prendra aussi le titre fabrique de la politique, et puis aujourd'hui, je crois qu'il n'a plus aucun sous-titre. Ces allers-retours, à mon avis, sont aussi l'expression des difficultés à la fois de la crise du Parti communiste et des difficultés de la gauche radicale à stabiliser son orientation. Alors pour les périodes antérieures à 2000, il me semble vain de chercher dans Regard toute forme d'autonomie politique explicite, ni vis-à-vis de l'international, ni vis-à-vis de l'URSS. Rachel Mazui interviendra sur la vision de Regard concernant l'URSS, ni vis-à-vis du PCF. Et sauf avoir, alors ça peut se discuter, sauf avoir de manière téléologique dans Münzenberg, comme l'écrit Nicolas Métairie à propos de Barbus et de Monde, un partisan du Front populaire avant le Front populaire, je ne crois pas qu'on puisse parler d'autonomie politique du journal. Mais à mon sens, la question ou les questions qui me paraissent les plus intéressantes, c'est de voir comment la forme du journal a été mise au service de la ligne politique. Et on peut peut-être se poser une autre question, c'est est-ce que cette forme a eu des effets politiques involontaires, différenciant ce journal des autres publications communistes. Alors, journal communiste, il faut aussi, ou tenter, parce que là, je vais être modeste, tenter de réfléchir à la question des lectorats. Quel lectorat visé et quel lectorat atteint? Et là, il y a une question que j'ai perçue en lisant la bibliographie et en lisant y compris le journal. Est-ce que ce journal visait la classe ouvrière, avec l'idée qu'un journal illustré était plus lisible qu'un journal où les articles sont essentiellement des textes, ou est-ce que le journal visait un lectorat moyen, un lectorat voire bourgeois? Par exemple, il y a un article du Figaro qui dit « Ouvrons nos regards, la couverture est semblable au premier aspect à n'importe quel périodique d'information, luxueux et illustré, des photographies truquées accompagnent le texte, le tirage, la présentation sont impeccables, trompeusement bourgeois, c'est le français moyen que l'on veut atteindre ». Mais le journal lui-même donne parfois d'autres descriptions plus traditionnelles du lectorat visé, pour aller vite, le prolétariat. Gaël Morel, dans une étude sur les années 30, dit et écrit que le magazine prolétarien s'est changé en une revue populaire, voire populiste,
dont les couvertures renvoient aux normes et à la morale bourgeoise par une distribution évidente des rôles sociaux. Paul Malgrati, à propos toujours des couvertures du journal et de la représentation masculine, affirme que le magazine vise et construit une communauté imaginée permettant une identification entre les sujets de regard et les militants lecteurs de la revue, et pointe la réciprocité et la similarité entre les différentes figures masculines du mouvement communiste international qui sont toutes dans la même partie et qui partagent les mêmes qualités et la même excellence d'un bout à l'autre des barricades et des usines européennes. Donc il y a une question, sur qui est visé et qui lit Regard. Sur ce sujet, juste une petite remarque, je l'ai pas dit tout à l'heure, à partir de 1956 à 1957, il y a un supplément Ciné-Regard qui est publié, où se côtoient très avec un discours politique, j'ai envie de dire très consensuel, où se côtoient actrices du cinéma américain et vedettes du cinéma français, à tel point qu'en 1957, le secrétariat du PCF statue sur le fait que ce journal n'apporte rien d'un point de vue politique et qu'il doit absolument équilibrer ses comptes pour pouvoir continuer. Dernier point, journal communiste, mais alors ça c'est contre-intuitif. Pour travailler, j'ai dépouillé de 1928 à 1939 et j'ai dépouillé de 1945 à 1947, donc j'ai pas fait encore la période de la guerre de la guerre d'Algérie. Pourquoi je vous dis ça? Pas parce que le journal est assez peu visé par la répression. J'ai repéré 2 procès en diffamation. L'un à la fin des années 30 et l'autre dans les années 50. Il se trouve qu'au musée ici, nous conservons les archives de l'avocat Paul Viennet, qui était un des avocats qui défendait la presse communiste. Il y a de très nombreux dossiers sur l'humanité et donc il n'y a qu'une seule affaire de diffamation qui concerne le journal Regard. Donc ce qui est contre-intuitif, c'est de se dire que finalement un journal illustré où la photo joue un rôle important, finalement attirerait moins l'attention des forces de police qu'un journal plus textuel. Deuxième point, Regard, une entreprise de presse fragile. Alors s'il te plaît Brigitte. Bon, à l'ancienne, j'aurais pu. Donc, je vais vous distribuer. J'ai tenté de. Alors, vous savez, c'est un exercice très difficile. J'ai tenté de reconstituer le tirage de Regard à partir de 3 sources. Le journal lui-même, parce que régulièrement le journal dit on tire à temps. Des sources internes au parti communiste et évidemment les sources policières. Donc, je vais pas commenter dans le détail le tableau que je suis en train de vous distribuer. Je vous enverrai ma communication avec les sources précises, parce que je me suis appuyé. Bon, sur la police, c'est quoi? C'est la Sûreté Générale et la préfecture de police. Et donc, bon, vous avez là les différents tirages. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir le rapport entre le Regard et l'humanité pendant cette période. Donc, ce qui est intéressant, c'est que au début, le rapport est, en gros, alors avec toutes les précautions à prendre sur les chiffres de Regard et de l'humanité, le rapport est de 1 à 40 au début. Au début des années 30, en 1932, le rapport de tirage entre l'humanité et Regard va être de 1 à 15. Et puis quand arrive, et c'est pas une surprise, mais quand arrive le Front populaire, le rapport va passer en gros de 1 à 2,5, de 1 à 3. Ce qui signifierait que Regard profite plus de la dynamique du Front populaire que l'humanité. Alors évidemment, il faut relativiser parce qu'ils partent pas du même niveau, mais ce qui peut nous faire dire que Regard est le journal du Front populaire. Ce qui peut nous le faire dire aussi, c'est que si on compare le tirage de Regard au tirage d'autres hebdomadaires de gauche, et de droite et d'extrême droite dans la même période, celle des années 30. Marianne, de sensibilité radicale de gauche, tire de 60 000 à 100 000 exemplaires. Vendredi, sensibilité... Alors là, les chiffres, c'est les chiffres que j'ai trouvés dans
Histoire de la presse de Christophe Charles. Vendredi tire entre 50 autour de 50 000 exemplaires dans les années 30. Candide, droite, passe de 150 000 à 340 000 en 1936. Gringoire, droite puis extrême droite, passe de 150 000 à la fin des années 20 à 640 000 au moment du Front populaire. Et je suis partout, extrême droite également, passe de 40 000 à 80 000 exemplaires. Donc en fait, Regard est au sommaire par rapport aux journaux de gauche. Il tient la distance avec la droite et l'extrême droite, mais c'est difficile. Voilà. Serge Volikov interviendra sur Regard, journal du Front populaire, point d'interrogation. Anne Mathieu interviendra sur Regard, journal de la guerre d'Espagne, ou Regard et la guerre d'Espagne, et nous pourrons approfondir ces sujets. Alors c'est une entreprise de presse fragile parce que bon, je vais pas rentrer dans les détails, je vous le donnerai dans la communication. C'est un journal, comme tous les journaux, de grosses difficultés financières, et il doit sa pérennité dans un premier temps aux subventions qui viennent de l'international communiste. Sean McMeeting dans un livre le millionnaire rouge mentionne dans une note et dans un paragraphe, il mentionne un budget de Regard parce que Münzenberg demande à l'international communiste des subsides, et il s'interroge sur une souscription de 5 000 francs. Alors, on retrouve dans les archives, dans le fonds français 517.1, on retrouve, je crois, ou dans 539, dans le fonds du SOI, on a la réponse. C'est en fait tout simplement une subvention du Secours ouvrier international. On s'en doutait. Donc peut-être qu'à l'exception de la période du Front populaire, où le tirage permet d'équilibrer les comptes, le journal est en permanence en difficulté financière, et c'est ce qui va expliquer qu'en 1900, ce qui explique la fin de la première série à l'automne 2029 s'explique par les difficultés financières du journal, par la faillite de la Banque ouvrière et paysanne qui finançait la presse communiste, pas que Regard, mais entre autres Regard. 1960, la fin, c'est aussi lié à des difficultés économique, et vous verrez, ça oblige à recréer de manière régulière et je rentre pas dans les détails des années 2000 avec des grosses difficultés aussi, le passage à la coopérative, et maintenant je sais pas exactement quel est le statut du journal, mais ça on approfondira, je répète, à la fin du cycle. Alors, donc, grosse difficulté financière. De cela découle, je pense, la question de l'imprimerie. Donc, sur 1928-1960, donc en gros, sur 22 années d'existence, 23 imprimeries. C'est-à-dire que Regard change d'imprimerie tous les ans. Le seul moment, mais toujours pareil, où ça se stabilise pendant 3 ans, c'est 1936-1939, où la santé du journal est meilleure. La question de l'imprimerie, c'est deux sujets. C'est le prix de l'impression, mais c'est aussi le fait de trouver une imprimerie qui soit capable d'imprimer de bonne qualité. Parce qu'il y a l'enjeu de l'impression des photographies et l'enjeu de l'héliogravure. Alors, à un moment donné, ils partent en province, à Bourges, dans une imprimerie proche du Parti communiste, une imprimerie de coopérative. Mais là, ils sont vraiment pas contents du travail qui est rendu, donc ils reviennent à Paris. Mais tous les ans, ils sont obligés de changer d'entreprise. Alors, voilà, les équipes qui font Regard maintenant. La question à qui appartient Regard? Alors là, pour travailler, j'ai consulté les archives du tribunal de commerce, et ça devient très intéressant, puisque dans un premier temps, les 2 premiers mois ou les 3 premiers mois, il y a une maison d'édition qui est créée, qui s'appelle Hélios, dont dirige avec 2 associés, Maurice Birolleau et Louis Christophe Lourd, que vous ne connaissez pas,
Ce sont, je les ai découverts. Ils ont quand même 3 lignes dans le métro. Il y a un qui milite à Bergerac et l'autre, je crois, c'est dans les Deux-Sèvres, et qui sont donc en fait des militants communistes peu connus, mais sans doute de confiance qui servent de prête-nom. Voilà. Mais ils font une erreur, c'est que les éditions s'appellent Hélios. Hélios renvoie à héliogravure, et donc ils sont poursuivis. Je sais pas s'il y a véritablement un procès, mais d'autres imprimeries, d'autres maisons d'édition disent vous pouvez pas vous appeler Hélios parce que vous n'êtes pas les seuls à utiliser l'héliogravure. Et donc, il va y avoir une deuxième maison d'édition qui va être créée pendant l'été 1928, les éditions Labor. Et là, ça devient très, très intéressant, puisque cette fois, il y a 3 associés. Alors moi, j'ai complètement découvert, hein, mais je pense que ça, c'est un scoop. Les 3 associés sont, d'une part, bon, ça, on pouvait s'y attendre, Émile Dutilleul, qui est un des dirigeants français du SOI, mais aussi trésorier du Parti communiste, qui est lié aux aspects financiers. Mais vous avez aussi John William Crete, qui est domicilié dans les archives du tribunal du commerce. Il est domicilié à Amsterdam. En fait, c'est un ancien député chrétien social qui est devenu communiste. Et donc, quand on suit la bio, on se rend compte qu'en réalité, c'est quelqu'un qui est très très proche de Münzenberg, qui va avoir à peu près le même devenir, peut-être avec une grosse nuance, mais là, il y a des interprétations différentes. Michel Brouet dit que Pierre Brouet, je confonds avec son frère ou son fils. Ouais. Pierre Brouet dit que il devient un agent du NKVD dans les années 30 parce qu'il s'est réfugié en URSS après la prise du pouvoir par Hitler, parce qu'il était en Allemagne, mais ensuite il est parachuté en Belgique et là il est arrêté par la Gestapo et il est torturé, je crois, et exécuté. Et puis 3e personnage, Édouard Autant. C'est-à-dire, il n'est pas né à cette date-là, enfin je sais plus. C'est le père de Claude Autant-Lara, voilà. Édouard Autant est un architecte, mais aussi quelqu'un qui travaille sur le théâtre. Alors on savait qu'il avait été compagnon de route du Parti communiste puisqu'il a été président. C'est Rachel Mazui qui me l'a dit, c'est pas indiqué dans les bios, mais il a été président du comité français des Amis d'Union soviétique. Place honorifique, mais là, en devenant propriétaire pour un tiers du journal Regard, c'est un rôle un petit peu plus, on va dire, plus politique. Il est plus proche du cœur de l'appareil que ce qu'on pouvait imaginer. Ces éditions Labor vont cesser leur activité avec la fin de Regard à l'automne 2029. Et en 1933, ce sont les nouvelles... donc Labor, ça s'arrête à l'automne 29. Il n'y a pas de document, hein, mais on peut 1929. J'ai dit quoi? On peut l'imaginer. En 1933, donc prise du pouvoir par Hitler, Münzenberg arrive en France en mars 1933. 3 mois après, il y a des nouvelles éditions Regard qui sont déposées. Donc il y a le projet de relancer ou de poursuivre le journal. Alors là, l'hypothèse, Münzenberg qui arrive en France, y est peut-être pour quelque chose, mais quand on regarde les nouveaux associés, alors il y a Michel Onoff qui est du SOI aussi, mais c'est plus le même profil, c'est plus ce que j'appellerais les internationaux. Ce sont des militants communistes importants, des spécialistes des imprimeries, des éditions, de la presse. Et c'est ça qui me fait dire qu'il y a une reprise de contrôle, une prise de contrôle par le Parti communiste français, même si l'adjectif n'existe pas encore à cette date, par rapport à la période antérieure qui faisait du journal un journal de l'international. Donc je vous passe les détails et j'en viens maintenant à la question des rédactions. Donc là, il y a un deuxième document à l'ancienne.
Donc une liste qu'on trouve en août 33 avec un comité de direction, Romain Rolland, Maxime Gorky, André Gide, Henri Barbus, Charles Vidrac, Eugène David, André Malraux, Isaac Babel et Vladimir Posner, puis ensuite toute une série de collaborateurs. Alors moi j'ai un doute sur la réunion du comité de direction. J'ai du mal à imaginer tous ces gens se réunir une fois par semaine, voilà. Donc à mon avis, c'est évidemment de la représentation. Et puis l'autre liste, enfin la suite de la liste, a plutôt pour bon, c'est à la fois de la représentation, mais on voit bien que c'est centré sur l'association des écrivains et artistes révolutionnaires, et donc c'est un milieu qui se crée autour de Regard, où Regard profite d'un milieu qui est créé par l'AEAR. Mais qui va aller dans les années 30 en s'élargissant. Et on verra, y compris à propos d'un rédacteur en chef, Laurent Martin l'avait déjà signalé dans sa thèse sur le Canard enchaîné, mais il y a des journalistes qui circulent du Canard enchaîné vers l'Humanité, mais aussi du Canard enchaîné vers Regard, et même un que peut-être on peut identifier comme un éventuel rédacteur en chef. J'y reviendrai. Alors, première petite question. Donc à l'époque, la fonction de directeur de la rédaction n'existe pas. Ça peut exister, mais elle n'a pas de valeur juridique. Ce sont les gérants qui peuvent prendre des amendes ou des mois de prison. Il n'y a pas de voilà. Or, dans la bibliographie, on trouve régulièrement comme directeur dans les années 30 Léon Moussinac. Mais j'ai trouvé jusqu'à maintenant aucune source, aucune archive qui démontrerait que Léon Moussinac était le directeur de Regard. Alors, il y a une bio à Moscou. Malheureusement, l'équipe du Métron, c'est pas une des bios qui a été photocopiée, donc j'y ai pas eu accès. Peut-être que la réponse est dans la bio, peut-être que effectivement il a été directeur, mais sinon il y a aucune autre trace. Moussinac collabore à Regard, c'est évident, il joue un rôle, mais est-ce qu'on peut le qualifier de directeur? C'est pas si évident. Le seul directeur qui est mentionné officiellement, c'est en 1958, c'est Fernand Grenier. Voilà, donc un membre du bureau politique, une personnalité communiste importante, un dirigeant communiste important. Les rédacteurs en chef, très difficile, en tout cas pour la première période. Dans la liste que je vous ai mentionnée, il y a un Paul A. Faluche qui est cité comme secrétaire de rédaction. De toute façon, j'ai pas réussi à l'identifier, mais est-ce que secrétaire de rédaction et rédacteur en chef, c'est la même chose? J'en sais rien. De 1934 à 1936, il y a un Georges Vier qui signe de très nombreux éditos. Mais pareil, ce Georges Vier n'est pas identifiable. Alors c'est peut-être un pseudo. Alors c'est peut-être le pseudo de Léon Moussinac, j'en sais rien, ou de Sadoul. Bon, mais question. Dans l'année 34, il y a donc André Bréfort qui signe une quinzaine d'éditos. Et donc André Bréfort, c'est un journaliste du Canard enchaîné. Donc ça, c'est assez. Donc il y a vraiment une véritable circulation. Bon, les choses s'éclaircissent et se stabilisent à partir de 1936, puisque le PCF va désigner comme rédacteur en chef Pierre Unique, qui fera l'objet d'une communication de Valérie Vigneault. Et donc, qui va être le rédacteur en chef de la grande période du Front populaire. Après la guerre, vous avez Gérard Millot, qui est le gendre de Jean-Richard Bloch, mais qui va se faire plus ou moins virer parce qu'il a osé publier un article sur les brigades internationales qui ne mentionne pas André Marty. Donc, faut pas faire ça. Surtout quand votre beau-père décède dans les semaines qui suivent, donc il est très affaibli à mon avis politiquement au sein de la rédaction, et il démissionne du journal dans le courant de l'année 1947, mais il va faire une carrière de psychologue, une carrière très importante. Bon. Ensuite, il est remplacé par Philippe Breton, qui lui est un proche de Marty, voilà. Mais la roue tourne. Quand Marty se fera virer, lui, il sera viré, non pas de Regard, parce qu'il est déjà parti, mais il sera mis à l'écart. Après Philippe Breton, c'est Pierre Juin, qui reste en place que 2 années. Et en 1950, c'est Serge Zeyons qui est nommé à la tête du
du journal jusqu'à l'année 1960. Alors Michel Lefebvre, avec qui j'ai discuté il y a quelques jours, a connu Serge Gélion, donc on pourra en dire quelques mots. Il deviendra plus tard chef de la rubrique culturelle à la Vie ouvrière, et puis surtout, enfin pas surtout, aussi, il sera un spécialiste, un collectionneur de cartes postales. Vous pouvez trouver des émissions sur France Inter où il parle des cartes postales. Si les regards a comme rédacteur en chef, mais ça dure pas longtemps, Michel Chachignon. Bon, les maquettistes, les monteurs en page, là pareil, il y a des noms qui sont difficiles à identifier. Il y a un P. Lagarrigue. Est-ce que c'est Pierre Lagarrigue qui est un affichiste de la fin des années 30? J'en sais rien. Dans la liste que vous avez S. Holker ou Holteker. Max Bonhomme, qui interviendra sur le photomontage, lui mentionne Robert Pontabry comme un des maquettistes et monteur de page du journal. J'ai retrouvé, bon c'est pas difficile, c'est en ligne sur la mairie de Paris, des photographies de Marcel Cerf, des photographies où on voit la rédaction, enfin on voit les locaux de Regard en 1936. Difficile d'identifier les gens, mais en tout cas, il y a Marcel Cerf qui est en blouse blanche, donc on peut penser, c'est un photographe, hein, qu'on peut penser qui contribue à la réalisation et la fabrication du journal. Il y a Marcel Tillard. Alors, évidemment, les photographes. Alors là, je vais pas développer puisque ça va être l'objet de beaucoup de communication. Christian Yoshke aujourd'hui, Françoise Denoyel, Tanguy Perron, Damary Samao, Daniel Tartakovsky vont intervenir sur les photographes. À Regard, évidemment, c'est un peu le cœur de la machine. Les dessinateurs, on aura une intervention il y a plusieurs dessinateurs, mais Angelika Weisbach interviendra sur Max Dingler, dessinateur qui fera une carrière ensuite en RDA. Hypothèse sur l'équipe permanente, parce qu'on voit qu'il y a un milieu large, il y a un milieu qui tend à s'élargir. À la fin des années 30, je vous livre, je pense que sont permanents à Regard Pierre Unique, Jean Roard, Édouard Pignon, Yvonne Blech, Léon Noël et Paul Tillard. Donc, ils sont 5 ou 6. D'ailleurs, ça se recoupe avec certains témoignages qui parlent de 5 ou 6 permanents. La caractéristique de toutes ces personnes, c'est qu'ils sont tous communistes. Et évidemment, c'est là où ça se joue. C'est-à-dire, vous avez un milieu large, vous avez des collaborateurs, vous avez des socialistes qui écrivent dans Regard, des radicaux, etc. Mais l'équipe permanente, évidemment, elle appartient au Parti communiste. Dernier point, on constate aussi une coopération, je l'ai dit déjà, une circulation des signatures des journalistes et des signatures dans la presse communiste. Je pense que la coopération peut aller plus loin. Alors ça aussi, c'est une hypothèse. À la BN, vous avez un fonds qui s'appelle Saisie du journal Ce Soir et l'Humanité. C'est la saisie de la photothèque. Mais alors j'ai pas été voir, mais j'ai vu dans le descriptif, en réalité, on voit qu'il y a aussi des photos Regard. Et d'ailleurs, Christian Yoshke, page 318, tu publies une photo, on voit le tampon Regard, on voit l'UMA. Donc mon hypothèse, c'est que soit ils ont une photothèque en commun, soit ça circule très vite entre les trois journaux, comme les journalistes. Alors Alexandre Courban, à propos de Ce Soir et l'Humanité, dit qu'il n'y a que 10%, je crois dans ce sens-là, que 10% des journalistes de Ce Soir qui vont travailler à l'Humanité. Bon, il faudrait peut-être essayer d'évaluer. D'autres coopérations, donc Ce Soir, je viens de le mentionner. Après la guerre, il semble-t-il, d'après la préfecture de police, le journal est publié par les publications Ce Soir. Il y a des décisions du secrétariat du Parti communiste qui disent que il faut détacher Regard de Ce Soir. Donc il y a une question sur les liens entre Ce Soir et Regard. Guillaume Robot-Kouachi interviendra sur Aragon et Regard, et peut-être aurons-nous des choses plus précises. Il y a des tentatives de rapprocher le journal des lettres françaises, mais ça échoue. D'autres journaux avec d'autres journaux pour le consolider économiquement, hein, c'est ça l'enjeu. Et puis dans la période très récente, s'il faut parler de temps en temps, Regard et Politis se sont
se sont rapprochés. Donc c'est une tradition de tenter de prendre appui sur les uns et sur les autres. Je vais conclure avec quelques questions. D'abord, ce qu'on fait à la demande de l'équipe de regard et ce qu'on fait avec le séminaire, c'est qu'en fait on construit une continuité entre 1928 et 2028. Mais y a-t-il réellement continuité entre les différentes époques du journal? Et par quoi ça passe? Le logo, le fait que c'est un journal illustré avec qui donne un rôle important à la photographie. Il y a la question de la numérotation. Je suis pas rentré dans les détails, mais il y a sans doute quelque chose qui se joue. Donc, quelle continuité entre les différentes époques de regard? Deuxième question, bon, la forme a-t-elle un effet sur le contenu politique? Troisième question, qu'est-ce qu'un journal communiste d'information? Donc ça, c'est un vieux débat dans le monde communiste. Journal communiste ou journal d'information? Et donc là, il faudra voir comment le journal traite différentes questions. Emmanuel Bélanger interviendra sur la ville, Jean Vigreux sur la paysannerie, Rachel Mazui sur l'URSS, je vous l'ai déjà dit, et Damaris Samao sur les autres, on va dire les autres peuples vus par regard. La question des lectorats, j'ai essayé d'un peu développer, et évidemment la place de regard dans la presse communiste et dans la presse en général. Donc il y aura Alexandre Courban qui interviendra sur l'écosystème communiste, enfin de la presse communiste, et il y aura aussi l'intervention de Laura Truxa sur le panorama de la presse magazine après la Seconde Guerre mondiale, et puis toutes les questions qui viendront en débat. Ben voilà, je vous remercie. Alors, je vous propose de procéder de la sorte, c'est que je vais donner tout de suite la parole à Christian Joschke, que je présente. Donc, il est historien de l'art, germaniste, professeur d'histoire de l'art aux Beaux-Arts de Paris. Il s'intéresse au rapport entre art et politique. Je suis en train de lire le livre. L'histoire de la photographie. Bon, je vais pas tout citer, mais surtout, j'attire votre attention sur le fait qu'il vient de publier au mois de mai ce livre, donc La Révolution suspendue, photographie et presse communiste dans l'Allemagne de Weimar, aux éditions Macula, et qui est en vente à la sortie du séminaire. Et c'est aussi un des principaux animateurs de cette très bonne revue sur la photographie, qui s'appelle Transborder, et qui est aussi publiée aux éditions Macula. Voilà. Merci de cette invitation. Ce que j'ai prévu de vous présenter aujourd'hui, c'est une très courte contribution qui fera écho à ce que vient de nous raconter Frédéric, mais qui a pour but essentiellement de remettre regard dans un contexte international. Je vais vous parler de l'Allemagne. Le lien avec l'histoire de Regard est le suivant, et tu l'as dit, Regard a été créé sur le modèle de l'Heidset, et particulièrement alors que c'est sa rédactrice en chef, Lily Corpus, qui va se lier plus tard à l'écrivain et poète Johannes R. Becher, qui deviendra ministre de la Culture en RDA. Mais leur liaison ne date pas de cette époque, mais de l'époque postérieure de leur exil à Moscou. Lily Corpus est rédactrice en chef de l'Heidset et elle vient à Paris avec Babette Gross, qui est la directrice du Neuer Deutscher Verlag, qui est les éditions créées par Münzenberg. Münzenberg a créé ou racheté plutôt un grand nombre de maisons d'édition dont il a transformé la destination. Pour la plupart, c'était des maisons d'édition en faillite, ce qui lui permettait d'éviter grosso modo d'éviter la censure. Il rachetait des éditions, il changeait le contenu de ces éditions pour publier des ouvrages communistes. Bref, le Neuer Deutscher Verlag a été racheté par Münzenberg. Babette Gross en est la directrice et c'est le Neuer Deutscher Verlag qui édite l'Heidset. De leur voyage à Paris
en 1928, est né Regard. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur leur collaboration avec Dutilleul lors de la création de Regard, mais peut-être que j'espère, en tout cas, Frédéric, que tu vas pouvoir donner plus d'informations sur cet épisode. Il est relaté dans la biographie de Münzenberg par Babette et Gross. Il est aussi soutenu par les arguments de Shane McMeekin dans son livre qui est un livre un peu à charge contre Münzenberg, mais qui donne de bonnes informations sur les transferts financiers. Et là aussi, on voit qu'il utilise l'argent du Secours ouvrier international pour lancer Regard. On sait que les messageries Hachette ont été mises à contribution pour la diffusion apparemment de Regard. Voilà, mais on sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que Regard a utilisé le modèle éditorial de Lightset et qu'il y a eu beaucoup d'échanges, notamment de documents iconographiques, donc de photographies qui ont été échangées ou envoyés depuis l'Allemagne, voire des articles quasiment clés en main. Le principe, par exemple, des images du jour est reprise à Lightset, des articles sur la vitesse, des articles un peu culturels, un peu généraux aussi ont été sur le bâtiment, une couverture de Regard, je la montrerai dans un instant, reprend une photographie du fond de Lightset. Donc les liens sont étroits, et ce que j'ai prévu d'exposer à la demande de Frédéric, c'est l'histoire du modèle du magazine Lightset. Comment a-t-il vu le jour et quel a été le rôle de ces photographes anonymes, de ces photographes ouvriers qui, d'après ce que nous en savons, ont été mis à contribution pour nourrir le journal Lightset de reportages photographiques. Alors, pour comprendre ces différentes étapes, ici vous avez, j'ai pas besoin de les présenter, donc voilà, Lily Becher, c'est Lily Corpus, la rédactrice en chef, là vous avez Münzenberg, Margaret et Bubar Neumann et Babette et Gross, et ça c'est en 1931, lors du congrès du Secours ouvrier international. Alors, un mot d'abord pour essayer de comprendre comment les structures, disons, du Comintern ou du mouvement ouvrier, des militants communistes, sont progressivement arrivés à utiliser un magazine illustré de photographies pour l'information et la propagande du communisme. La chose n'était pas évidente puisque Münzenberg a dû se confronter dès les premières années de son entreprise du SOI à une réticence des communistes allemands à l'égard de l'utilisation des images. Un historien, collègue Andrés Mario Zervigon, qui a écrit aussi sur l'AIZ, va même jusqu'à parler d'une sorte d'iconophobie des communistes allemands qui prétendaient que la propagande devait se faire par des arguments rationnels et non en empruntant le style futile et séducteur des journaux et des magazines bourgeois. Donc la propagande, c'est une affaire de rationalité. Il faut convaincre le prolétariat de ses intérêts objectifs, de la domination de classe, enfin, la lutte des classes, etc. Et l'utilisation des images n'a rien à faire dans ce travail de conviction. Or, Münzenberg s'est allié de ce point de vue-là. Il a toujours été très proche de Clara Zetkin pour dire que les images devaient être mises à contribution dans la propagande. Et il arrive à signer un papier dans l'Imprecord, qui est le journal de l'International,
pour défendre l'idée d'emprunter les méthodes du magazine et du cinéma. Et c'est à partir de là que le Secours ouvrier international va développer une activité qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans le secteur de l'édition, et de l'édition particulièrement illustrée. C'est sur cette base-là qu'est créée la Hit7 à la fin de l'année 1924, avec donc le modèle, pour modèle les illustrés. Alors je vais revenir là-dessus, excusez-moi, du coup je vous montre quand même une couverture de la Hit7 on va revenir, voilà. Avec pour modèle les illustrés, les illustrés grand public allemands comme la Berliner Illustrierte Zeitung ou la Münchner Illustrierte Zeitung. Le premier numéro, qui est une sorte de numéro 0 de la Hit7, est d'ailleurs une sorte de parodie du BHZ, du Berliner Illustrierte Zeitung. Il en reprend la typographie créée par l'architecte Behrens, l'espèce de typographie un peu gothique Art Nouveau. Bref, donc le modèle, c'est vraiment le modèle des magazines bourgeois. Mais Münzenberg, en même temps, comprend très rapidement, ça fait partie de son projet, de sa vision, que la presse illustrée ne peut pas fonctionner sur le modèle, la presse illustrée communiste ne peut pas fonctionner sur le modèle de la presse illustrée bourgeoise, pour une raison simple, c'est que c'est l'approvisionnement en reportage et en photographie en particulier. La dépendance vis-à-vis des agences de photographie qui ont pignon sur rue à Berlin est un problème, puisque tous les sujets qui sont susceptibles d'intéresser la Hit7 ne sont pas couverts par ces photographes-là. Et donc, il faut pour lui créer une sorte d'alternative, de contre-modèle pour le journal illustré. C'est ce qu'il va faire en développant deux principes. Le premier principe, c'est d'utiliser des réseaux de photographes ouvriers pour les politiser et leur demander, enfin les éduquer, les politiser, les former à la photographie pour les inciter à faire des reportages de type reportages sociaux sur le monde du travail, sur le quotidien ouvrier, sur la pauvreté, sur les actions militantes, sur les manifestations, etc. Et la deuxième béquille, en quelque sorte, de la Hit7, c'est l'utilisation des colporteurs. Et là, il y a une raison très simple, c'est que Münzenberg veut être indépendant des distributeurs de journaux bourgeois, ça on le comprend bien. Surtout que à partir du milieu des années 20, le fameux Hugenberg dont on parle aujourd'hui beaucoup, parce que on en a un en France qui lui ressemble par son action d'extrême droite sur la presse grand public. Hugenberg prend beaucoup d'importance, et c'est lui qui mettra le pied à l'étrier du Parti national-socialiste en rachetant notamment tous les kiosques et tous les réseaux de distribution de la presse. Évidemment, Münzenberg veut renoncer à ces réseaux-là, et il veut en même temps renoncer au réseau du Parti communiste d'Allemagne. Le Parti communiste d'Allemagne, en 1924, rationalise tout son système de la presse en rachetant des imprimeries, en montant une société de diffusion et en montant une société... pour les éditions, je sais plus très bien comment ça marche, mais éditions, imprimeries sont centralisées au niveau du Parti communiste d'Allemagne. C'est d'ailleurs un modèle que les communistes français... je connais pas grand-chose à la presse communiste française, mais j'ai cru comprendre que l'invitation de Babet et Gross et Münzenberg à Paris à avoir avec cette restructuration du système des éditions communistes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Münzenberg est en conflit avec la centrale du Parti communiste. Il est lui-même membre du Parti communiste, député communiste au Parlement allemand, mais il est en conflit avec ses camarades
du comité central, et il veut absolument l'indépendance dans les réseaux de distribution de son journal. Il met en place pour cela un réseau de colporteurs qui vont être rémunérés à la vente du journal et sur lequel il va beaucoup s'appuyer et qu'il va tenter de nourrir le mieux possible, de garder contact avec lui, les colporteurs lui offrant souvent aussi l'occasion d'avoir des retours sur les lecteurs, de connaître l'avis des lecteurs sur tel et tel article, sur telle et telle campagne, de faire éventuellement remonter des sujets du terrain qui seraient intéressants de documenter dans un article un peu dédié. Bref, les colporteurs sont, comme le disait Babette Gross, l'or du Secours ouvrier international, ou l'or du Neue Deutscher Verlag. Un réseau très important, très précieux, souvent composé de militants, d'ouvriers placés sur la liste noire et donc au chômage et qui vivotent et qui gagnent un peu d'argent en distribuant le journal. Et ce sont parfois les mêmes aussi qu'on retrouvera dans les cercles de photographes ouvriers, puisque l'idée de ces photographes est également de vendre les images à l'AIDSET. L'AIDSET rémunère les images publiées aux photographes ouvriers. Donc, première diapo, je reviens en arrière et je vais essayer d'être peut-être un peu plus synthétique. Donc, première diapo, 1926, la création de la fédération, de l'union, Verband, donc union des photographes ouvriers d'Allemagne, à droite, avec le bulletin publié chaque mois par les membres, grosso modo les membres du SOI, donc c'est Münzenberg qui écrit dans ce bulletin pour les photographes ouvriers, Erwin Hörnle qui est son compagnon depuis les années depuis 1918, c'est un très proche de Münzenberg. Franz Sollering, qui a été rédacteur en chef de l'AIZ avant Lili Corpus, publie aussi des articles à l'attention des photographes ouvriers. L'idée, c'est de les former, c'est de offrir un relais à leur activité d'exposition, c'est de leur permettre aussi un retour critique sur des images qui seraient publiées dans le journal ou envoyées au journal et critiquées pour leur esthétique ou pour leurs aspects techniques. Et donc, il s'agit de former un réseau de photographes. Le modèle va être transposé dans d'autres pays que l'Allemagne. En France, les amateurs photographes ouvriers seront aussi mis à contribution de regard et de l'humanité, bien que ce réseau-là est beaucoup moins dense, beaucoup moins important par son nombre que le réseau des photographes ouvriers en Allemagne. Ça tient à une chose, non pas à l'état des finances de l'ouvrier moyen allemand, qui est pas franchement meilleur que celui de l'ouvrier français, mais plutôt à une culture photographique qui s'est développée en Allemagne dès la fin du 19e siècle, à une industrie florissante de la photographie à la fois pour la production des appareils et pour la production de la chimie. Agfa, l'installation d'Agfa remonte aux années 1870. Alors on cite évidemment beaucoup Leica avec le premier appareil Leica en 1929, mais bien avant Leica, le développement de la photographie amateur est tel en Allemagne que on trouve beaucoup d'appareils d'occasion que les ouvriers qui sont assez doués de leurs mains, soit outilleurs, imprimeurs, cartonneurs ou autre chose, peuvent réparer. Et c'est ce qui explique la densité, enfin c'est une des explications, selon moi, j'en sais pas si c'est une bonne explication, mais c'est une des explications pour la densité de ce réseau de photographes ouvriers sur le territoire allemand. On trouve des ouvriers en Saxe qui, très jeunes, n'ont pas vécu la Première Guerre mondiale, sont nés
pendant ou juste après la Première Guerre mondiale, vivent encore chez leurs parents, travaillent dans les mines au sud de l'Allemagne, vers Chemnitz, et arrivent à mettre de côté suffisamment d'argent pour acheter un appareil Leica. C'est pas commun. Et c'est ceux qu'on va retrouver ensuite, vont se lancer, quitter évidemment leur emploi, se lancer dans un grand voyage en URSS et dans le Caucase aussi, et ramener des photographies. Donc il faut s'imaginer que ça n'est pas que l'aristocratie ouvrière ou les contremaîtres ou les qui forment le cœur de ce réseau de photographes ouvriers, mais parfois aussi des jeunes militants plus modestes, mais non moins énergiques. Voici une photo. C'est typique, voilà, des colporteurs. Vous voyez même en moto distribuer le journal, et puis un très beau tableau de Konrad Felix Müller dans le genre de la nouvelle objectivité, qui présente le Zeitungsjunge, donc le colporteur. Le tableau est reproduit dans la Headset, bien évidemment. Gisèle Freund, lors de ses années à Francfort, où elle a connu Norbert Elias, faisait partie de mouvements, enfin de cercles de militants, et notamment était proche des photographes ouvriers, qu'elle photographie ici dans une manifestation en 1932 à Francfort. Cette photographie se trouve dans le fond Gisèle Freund du musée de la ville de Francfort, et elle a fait l'objet, je crois, d'une exposition récemment à Montpellier. C'est pour vous dire que ces cercles de photographes étaient aussi actifs dans les manifestations. En France, le mouvement est relayé par les APO, les amateurs photographes ouvriers, et Henri Tracol, un proche de Henri Cartier-Bresson, membre de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, signe un texte que nous avions exposé avec Damary Samao, qui a fourni d'ailleurs le titre de l'exposition Photographie armes de classe, dans lequel il enjoint son lectorat à suspendre l'armistice du lecteur devant le document photographique. En somme, de renoncer à la naïveté du regard qui consiste à prendre pour vrai une photographie dès lors qu'elle est imprimée. Et donc dans son argumentaire, avec un style assez enlevé, il explique que une photographie, c'est forcément une prise de position politique, et qu'il faut que le mouvement ouvrier se saisisse de cette possibilité, donc de faire valoir son point de vue. Le titre Nos regards emprunte cette même idée du renversement du regard. Ça n'est pas le regard sur la classe ouvrière, c'est le regard de la classe ouvrière sur le monde, et c'est ce retournement qui fait cette métaphore du retournement du regard qui donne aussi son titre au journal. Voilà, ça c'est je vais pas développer sur cet aspect parce que ça nous mènerait un peu trop loin. Je voulais juste montrer deux petites mosaïques. La première, c'est l'almanach ouvrier paysan, vous le connaissez. Il est très coloré, il est magnifique. Et les photomontages qui sont publiés dans l'almanach ouvrier paysan utilisent, en tout cas dans les années 20, à ses débuts, des photographies du mouvement des amateurs photographes ouvriers, autour de 1928-1930. Ici, évidemment, vous avez une photographie de Collard. Ça doit être de Nora Dumas. Enfin, donc il y a aussi des photographies de photographes identifiés et d'ailleurs proches de l'association des écrivains et artistes révolutionnaires. Et puis ici, donc les couvertures de regard, dont celle du milieu, celle-ci est directement inspirée d'une image envoyée par la Headset.
ici, alors ça c'est les numéros des années 30 qui sont alimentés par des photographies de professionnels. On y reviendra. Je pense que là, on aura suffisamment à discuter autour de ça. C'est Lisette est modèle pour cette photographie. Donc c'est la photographie de la Côte d'Azur. Mais évidemment Robert Capa, Nora Dumas, Kertész, etc. Publient régulièrement Fred Stein dans Regard. Alors le modèle, maintenant la question, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps devant moi, quelques minutes. La question qui se pose, c'est à quel point ce modèle un peu fantasmé au départ, d'avoir un journal fait par les travailleurs pour les travailleurs, de nourrir le journal de ces photographies qui seraient prises sur le terrain par les photographes ouvriers. En somme, cette idée s'est-elle réalisée ou est-elle restée à l'état de projet un peu utopique? Ce qui est certain, c'est que les associations ont existé, qu'elles ont eu une vie associative, qu'elles ont organisé des expositions. On connaît beaucoup de témoignages de photographes ouvriers allemands qui, pour certains, ont voyagé. Richard Peter, par exemple, qui va se professionnaliser après la guerre à Dresde, a voyagé en Argentine, au Chili, est revenu, enfin, et puis dans les pays du nord de l'Europe également. Donc on sait que ce réseau existe, on sait qu'il a été productif, mais qu'en est-il de ce relais dans la presse communiste, en particulier dans l'Arbeiter Illustrierte Zeitung? Quand on feuillette les numéros des années 30, 1929, 1930, 31 de la HZ, on voit des photographies qu'on reconnaît très bien comme étant des photographies de grands photographes de cette époque. Vous avez reconnu ici Tina Bodotti à gauche. Peut-être avez-vous aussi identifié le style du photojournalisme soviétique, Arkady Chaïret, le Zeppelin devant cette cheminée. Bref. Et à l'évidence, toutes les photographies sont pas prises par des amateurs de Saxe ou de Larour. Bon, mais alors il faut peut-être dire deux choses à cet égard. La première, c'est que ce réseau de photographes amateurs a persisté malgré la création d'une agence photographique qui dépendait de l'Union soviétique et qui installe ses succursales à Berlin et à Paris. Cette agence s'appelle Soyuz Photo ou Union Photo, selon les différentes dénominations. Union Bild à Berlin, Union Photo à Paris, Soyuz Photo en Union soviétique. Elle est créée en 1931. Münzenberg en est un des artisans, mais au même titre que Max Alpert, Arkady Chaïret, enfin tout ce microcosme de photographes journalistes soviétiques. Cette agence va avoir une importance capitale dans la diffusion de photographies de l'Union soviétique, mais aussi du monde entier, pour les journaux qui seront identifiés comme les journaux proches du Parti communiste. C'est à travers Union Bild que, par exemple, Tina Bodotti va être publiée dans l'AIZ. Les photographies soviétiques que vous avez vues transitent aussi par Union Bild à Berlin, ou Union Photo, qui est domiciliée à quelques numéros de rue du magazine Vue. Alors, est-ce un hasard ou une coïncidence, ça je ne sais pas. Mais Union Photo est aussi l'agence qui fait transiter ces photographies. De sorte que on peut dire qu'en 1931, le réseau des photographes ouvriers n'est plus indispensable. L'a-t-il jamais été à la fabrication du journal AIZ. Néanmoins, il faut bien dire que ce réseau continue non seulement d'exister,
mais d'étendre son activité à tel point qu'en 1932, quasiment tous les numéros, c'était un hebdomadaire, la Headset, tous les numéros de la Headset, l'Arbeiter Illustrated Zeitung, comprennent au moins un reportage ouvrier. C'est-à-dire un reportage qui est principalement fait en Allemagne, qui raconte une histoire qui touche soit une famille ouvrière allemande, soit une enquête sur un baron d'industrie, soit sur une cache d'armes dans une église à Munich où un groupe d'extrême droite a caché les armes dans le clocher de l'église, soit, comme c'est le cas ici, des images qui ont été subtilisées à un groupe paramilitaire d'extrême droite qui s'entraîne dans le jardin dans la propriété d'un ministre du gouvernement. Toutes ces histoires sont sorties de ces réseaux de photographes ouvriers. Et donc, à chaque numéro, en 1932, mais déjà avant, 30, 31, mais 32, le rythme est beaucoup plus soutenu, la Headset publie un reportage ouvrier. Alors, sur la question de la vérité, je passe, mais peut-être qu'on pourra y revenir. La question du photomontage et documents photographiques. Les différents régimes de vérité des images dans le journal, mais on pourra y revenir. Le fait que John Hartfield ait été mis à contribution à partir de l'année 1929 de façon régulière dans la Headset, avec les photomontages que tout le monde connaît, contre Hitler pour la plupart d'entre eux, contre la menace fasciste, n'a pas mis un terme à cette collaboration avec les ouvriers du terrain qui racontent leurs histoires, font remonter des photographies avec des petits reportages écrits. Il parvient à diversifier le type iconographique de journal, mais ne se substitue pas à ces reportages ouvriers. Ici, vous avez 2 photomontages de 1930 qui sont très éloquents. Ça, c'est un photomontage pour la légalisation de l'avortement. Et puis à droite, une critique du lecteur de la presse bourgeoise qui a une tête de chou et devient aveugle et sourd du fait de lire le journal social-démocrate Vorwärts ici. Alors, je parlais tout à l'heure de Soyouz. Soyouz a été inauguré en 1931 et est entré, disons, sur le marché des journaux et des magazines communistes avec une sorte de coup d'éclat. Ce coup d'éclat, c'est le reportage, ou en tout cas, pas un coup d'éclat, je dirais plutôt une sorte de démonstration démonstration de ce que peut faire, de ce que peut être un reportage sur le long cours, un reportage photographique sur le long cours. C'est le fameux reportage sur la famille Philippov, une famille ouvrière exemplaire de Moscou, qui vit dans le bonheur de l'Union soviétique de l'époque, qui profite de la qualité de vie, de l'environnement urbain, de la qualité du tram à Moscou. Bon, c'est un reportage de propagande comme on sait en faire en Union soviétique à partir de 1931, qui ne dit évidemment rien de la réalité des ouvriers, qui a dû faire sourire les lecteurs soviétiques quand ils ont découvert le reportage publié dans Ogoniok, le magazine russe,
voyant que la vie affichée de la famille Potemkin russe ne ressemblait pas tout à fait à la leur. Bon, n'empêche que ce reportage a permis, un reportage de pure propagande, a permis de faire collaborer ces reporters, ces photojournalistes, Alpert, Scheichet et, semble-t-il, John Hartfield, qui a dû contribuer, en tout cas, à l'exposition qui a été faite de ces photographies à Vienne, en Autriche, a permis de montrer ce que devait ou pouvait être le reportage prolétarien. Reportage sur une famille ouvrière lambda, à tel point que les ouvriers photographes de Berlin se sont mis ensemble, rencontrés pour réaliser un reportage du même type, et soulignant le contraste évidemment entre la qualité de vie à Moscou, prétendue qualité de vie à Moscou, et la misère des prolétaires de Berlin. La famille Fournès, donc sur le modèle de la famille Philippov, répond à ce reportage. Ce qui amène donc ce modèle du photo-essai, c'est-à-dire d'une sorte de reportage qui couvre l'ensemble du magazine, ou quasiment l'ensemble du magazine, est une nouveauté dans la presse de l'époque. En russe, on appelle ça le photo-ocherk, traduit par photo-essai aussi en allemand, photo-essai. Et ce modèle fonctionne très bien comme une sorte de catalyseur de ces réseaux de photographes ouvriers qui vont enquêter de plus en plus fréquemment pour documenter le quotidien des familles ouvrières de Berlin. Donc on a par exemple, bon ça c'est la famille Fournès, donc qui se lève le matin 5 heures, etc. Ça c'est la journée de la mère de famille. Ici, un reportage sur le maire d'un petit village qui vit dans la misère, surendetté, qui n'arrive pas à se chauffer, etc. Un autre reportage sur un patron d'industrie qui licencie à tour de bras alors qu'il vit une vie prospère, et donc on enquête sur sa vie privée, des photographies de son usine, etc. Ici, un reportage qui a fait beaucoup parler de lui, Berlin de nuit. On pense évidemment à Brassailles quand on lit ce titre, Paris de nuit. Berlin de nuit, un reportage au flash sur tout ce qui peut arriver à Berlin de la nuit, les Merix, etc. Et puis voilà, ça c'est mon diaporama s'arrête là, mais je vais dire un mot de conclusion, simplement pour souligner que ce réseau de photographes ouvriers a continué de fonctionner jusqu'à l'année 1933. En 1933, là, après la prise de pouvoir, après la nomination d'Hitler à la chancellerie, et surtout après l'incendie du Reichstag, qui a été le moment de cette répression très forte contre les milieux intellectuels, ce réseau a continué de fonctionner dans l'ombre comme un réseau de résistance. Et jusqu'à la fin de l'année 1933, les photographes ouvriers de Berlin, et en particulier de Saxe, qui habitaient à la frontière tchèque, n'ont cessé de faire transiter des informations, des documents, des photographies vers Prague ou de Prague vers l'Allemagne. L'Aïtset, qui a été délocalisé le 1er mars à Prague, continuait de publier et était diffusé sous le manteau grâce à ces militants qui passaient la frontière avec des caisses de journaux, soit transportés à pied à travers la campagne hiver, soit par camion dans des boîtes de lessive. Bref, on a toutes sortes d'histoires sur la diffusion de l'AIZ pendant l'année 1933, mais la répression
a finalement eu raison de ce réseau de résistants, et il s'est dissipé. Certains ont été arrêtés, d'autres se sont cachés, et son efficacité s'est dissipée à la fin de l'année 1934. Ceux qui avaient émigré à Prague ont continué d'éditer le journal, qui devient la Volksillustrierte jusqu'en 1938, et qui publie d'ailleurs à chaque numéro des photomontages de John Heartfield, toujours plus amusants, toujours plus électriques contre le régime national-socialiste. Je vous remercie, mais surtout j'attends vos questions. On va vous donner la parole si vous avez des questions, des remarques. Et ce que je propose, c'est que quand vous intervenez, si vous souhaiterez intervenir, donc une obligation, vous vous présentiez. On n'a pas fait de tour de table au départ parce que sinon ça prend trop de temps. Et si vous prenez la parole, vous présentez. Voilà. Ça va. Qu'est-ce que ça? Oui. Ouais. Présente-toi. Bonjour, je suis Catherine Télécourt et je suis la directrice du Regard. Voilà. Moi, j'ai deux questions en fait assez simples. La première, c'est, j'ai trouvé ça très intéressant, votre remarque sur éthique, nos regards, là, ça regard. Quand est-ce que ça se passe? Comment ça se passe, ce changement de titre? Est-ce qu'elle est quoi ça? Je sais pas que les opérations qui étaient bien, on s'appelle pas nos regards. Et c'est ça bouleverse vraiment la prétention du journal. Donc voilà, ça c'était savoir comment c'est par hasard, est-ce qu'on sait quelque chose d'histoire. Je trouve ça bel effet d'être creusé. Plutôt que regard sur le monde du travail, hein, parce que pas de regard sur le monde du travail, à nos regards, puis un regard. Donc non, c'est pas ça. Non, c'est d'abord nos regards. Ah, c'est d'accord. Nos regards illustrés mondial du travail. Et ensuite, ça devient regard sur le monde du travail. Et ensuite, ils enlèvent la deuxième partie. Et ça devient regard. D'accord. En tout cas, nos regards, moi, je vis pour ça incroyablement puissant. Ah non, pas. Oui, ben ça, c'est vraiment la première question. La deuxième question qui est juste factuelle, c'est pour pas s'en compte me dire, est-ce que regard a publié des documentages d'arcade? Oui. D'accord. Pas énormément, mais il y en a. Vous avez parlé des échanges entre mes journaux, entre AZ et puis Regard. Donc voilà, John Heartfield, c'est particulièrement puissant. Et le troisième remarque que je me suis faite en voyant ce que vous avez montré, c'est en fait d'abord le travail formidable de maquette. C'est-à-dire que il y a des photos, mais il y a aussi une créativité dans la maquette, la typo, la mise en page, le découpage, enfin la façon d'agencer les images, le que tout entraide et tout ça, c'est vraiment fort. Et je me dis que enfin là, par contre, on voit assez bien des relations avec d'autres univers qui est celui du cinéma. Cette période où on aurait vraiment faire du montage, des copier-coller, etc. et pas simplement le travail hyper sophistiqué de Heartfield en photomontage. Ouais. Voilà, Frédéric, est-ce que tu veux répondre? Il y a des choses que je sais pas. Pourquoi le titre, j'en sais rien, et pourquoi il change, j'en sais rien non plus. Heartfield, donc il y a des publications d'Heartfield, mais pas énormément. La question, mais c'est une question qui sera approfondie lors de la 3e séance. J'en profite, qui se tiendra au mois de janvier à la Contemporaine, dans le cadre de leur exposition qui s'appelle copier, coller et coller. C'est un truc, voilà, dans l'autre ordre. Voilà. Quoi qu'il en soit, elle est inaugurée demain à, voilà, il y a le catalogue. Elle est inaugurée demain à, voilà. Donc c'est sur le photomontage politique au XXe siècle, et donc il y a Regard évidemment occupe une place importante.
Mais il y a une question, c'est que, par exemple, Gaëlle Morel, que j'ai cité tout à l'heure sur, je sais pas si vous vous souvenez, quand magazine populaire, magazine populiste, et elle, un des arguments qu'elle utilise, c'est de dire, c'est que le photomontage disparaît dans la deuxième moitié, ou quasi disparaît dans la deuxième moitié des années 30, comme disparaîtraient les photographes ouvriers au profit des photographes d'agence et des photographes professionnels. Donc ça c'est donc il y a une évolution du journal sur 1928 1939 sur ces sujets. Sinon, j'ai essayé tout à l'heure de repérer qui étaient les maquettistes, parce que donc il y en a deux que j'ai pas réussi à identifier, celui qui s'appelle Lagarrigue, celui qui s'appelle Holtker. Max Bonhomme cite Pontabry, qui est plutôt un ami des architectes, donc je n'étais pas trop, voilà. Et puis ensuite Pignon. Et ensuite, dans la deuxième moitié des années 30, Marcel Cerf, Édouard Pignon, en fait, donc le peintre, enfin le futur grand peintre, voilà. Et c'est signé d'ailleurs. Les maquettes. Oui. Le journal. Oui. Ouais. Elles sont signées, mais à partir de quand? Milieu des années 30, peut-être même 30, 32, 33 déjà. Oui. C'est peut-être une des... Ben, je me posais la question que tu as demandé quelle était la continuité dans tout ça. Et je me suis dit peut-être que l'importance, pas de la photo, mais de la maquette. Enfin, bizarrement, je repars beaucoup parce qu'on a publié beaucoup de grands photographes dans Regard. Mais en fait, je pense que l'attention à la maquette, elle a été extrêmement importante, quand bien même la photo n'était pas si prépondérante, en tout cas pour la partie que moi je connais, c'est de que les 95. Les photographes étaient moins importants que les maquettistes. Le DA de Regard, c'est dans la hiérarchie de Regard, il est juste dans la direction de Regard, quoi. C'est très très haut dans la hiérarchie de la rédaction et de la permutation du journal. Aujourd'hui, et y être. Ben c'est très intéressant parce que en effet, la maquette c'est le principal argument de vente de Regard. Elle est magnifique. En 1928, elle bénéficie de l'héliogravure dans un format oblong vertical très généreux. La reprise ensuite, après la faillite de la Banque ouvrière et paysanne et donc la clôture de Regard en 1929, la reprise en 1932 est moins opulente. C'est de la simili-gravure. Et c'est justement là qu'ils commencent à faire imprimer à Bourges. Ouais. Et ça va pas du tout. Bah non, ça va pas. Ouais. Je suis d'accord. Fallait tout de suite arrêter. Non, mais bon, ils ont moins d'argent visiblement. Enfin, en tout cas, ils investissent moins d'argent dans l'impression à partir de 1932. On revient à l'héliogravure peu de temps après. Et puis après, c'est la deuxième grande période de Regard que connaît bien Michel Lefebvre, où émergent ces grands noms de la photographie. Ça va être un peu le terreau, je sais pas, le creuset de cette nouvelle école du photoreportage et de la photographie sociale. Et les noms qui vont se croiser, donc Nora Dumas, Germaine Krul, Kertész, Capa, Stein, j'en oublie. Tarot, Bellon. Tarot, Gerda Tarot, Denise Bellon, François Collard, Ronis, Willy Ronis. C'est vraiment, voilà, ça fait partie des grands magazines, avec d'autres, hein, puisque ce soir va aussi être un grand journal. Bref, et sur le titre, oui, je partage votre avis. Je ne sais pas pourquoi il a changé de titre. Oui, aucune idée. En revanche, on sait ce qui était le sens de ce titre, mais je pensais l'avoir en diapo, mais c'est pas le même article. Dans le premier numéro de Regard, il y a toute une page qui explique le choix du titre Nos regards et qui explique cette métaphore de l'inversion du regard. Donc c'est le regard des lecteurs en fait qu'on veut représenter. Et ça c'est évidemment un coup de génie.
qu'on n'a pas ailleurs. Il y a Brigitte qui voulait. Ah, Merci. non, c'était une remarque qui n'étonne personne, mais ceux qui le connaissent, hein, Brigitte Dianet, mais j'ai été assez frappée par le fait que ce qu'on a vu comme photos de regard, elles étaient en fait représentant des figures masculines, Oui. alors que le journal allemand pour je ne sais pas. Attends, c'était pas la même chose et que la fois où la une de regard représente des femmes, c'est la reprise quasi identique d'une photo du journal allemand. Moi, alors là, j'ai été bluffée par à la fois la différence et à la fois le fait que à un moment donné, il y a cette une qui diffère complètement, quoi. Voilà, c'est bon, c'est tout. Ah, il y a Tanguy Perron. Ouais, Voilà, ça c'est bien. Spécialement, bah, c'est l'envoi de 5. Ouais, de 5 classes, en fait, des lances. Et celle où elles font du tennis. Oui, alors ça c'est les filles, bof, ouais. Oui, alors oui. Je reviendrai là-dessus, ouais. Ouais. C'est les filles. Tanguy, ouais, je t'en prie. Juste une petite remarque. En dos, veut dire que la D28, c'est aussi parce que je pense qu'il faut essayer de faire des parallèles pour voir les points de comparaison et une rupture et différence avec le cinéma, la diffusion des images abîmées. Et en Mapit, c'est aussi la création des Spartacus, hein, au cinéma qui s'est commencé par Zola Banco et Arapeza, et où Thiel dedans, et les cinémas on a beaucoup écrit sur cette histoire-là, mais la correspondance de Dax, c'est intéressant. À mon avis, il y a un décalage politique aussi, parce que ça m'a manqué refus avec la police qui peut se refaire. C'est comme si c'était quelques mois de retard sur cette ouverture. Mais il y a aussi une chose qui me paraît importante, c'est cette histoire de la diffusion des images animées par la communiste, d'une part, et d'autre part, un courant aussi que tu as relevé, qu'on n'a pas assez travaillé sur, de rejet aussi des images. En fait, ces deux slump quantité. Il y a eu toute une tradition au sein du mouvement ouvrier, non seulement parce que celui probablement qui serait irrationnel, il y a aussi du côté télateur de la photo, puisque la police peut s'identifier des manifestants, et ça travaille en longueur, vraiment dans l'histoire du mouvement ouvrier. S'il travaille en longueur vers la deuxième et début de la troisième internationale, d'ailleurs, c'est les images animées qui piquent les spectateurs, qui font des spectateurs à des militants. Et c'est Trotsky qui va renverser un peu tout dialectiquement avec un texte qui sera publié des deux qui est un oublié, mais qui est très célèbre, c'est le cinéma terrorisant qui va permettre de combattre l'image que la mettre en bas de à l'église. Donc il y a vraiment ces deux lignes, un peu. Le projet des images pour les raisons du quai et le monstre en reprendre. Et les premières images, une image animée que les misérables ont circulé, c'est celui qui les fait circuler, et les images de la famille. La camarade de la famine, de la misère qui vient et qui va pouvoir interpeller tout le monde, la subir, ça. Enfin, voilà, il y a peut-être des parallèles à faire sur ces petites histoires que nous allons à trop séparer l'histoire des images de lui et l'histoire de Machès. Oui. Et une dernière remarque aussi, après ce que tu as dit, c'est l'influence des maquettes consignées, mais l'influence quasiment du montage entre le recto et le verso. Dans le regard du Front populaire, il y a tellement un élément joyeux, un côté, on dramate de l'autre côté. Oui, ça peut-être un renseignement local. Et il y a aussi, par exemple, le bonheur d'Amilian et l'Ensagle. Et on joue beaucoup sur ces brutures-là. Il y a quelque chose qui me rappelle, moi, du montage sinon coach. Vous avez des idées. C'est un bon réseau. En oxytocine, moi j'avais dans la suite des études à lire aussi, je me disais peut-être, je sais pas si tu l'as appréhendé ainsi, Frédéric, mais il y a cette période-là, les années 20-30, c'est une période en laquelle ça va beaucoup bouger sur la théorie communiste par rapport à l'esthétique.
qu'on va quand même passer d'une avant-garde de rupture révolutionnaire avec tout le mouvement constructiviste qu'on connaît en URSS et puis avec ses échos, etc., à le réalisme socialiste qui va s'imposer, etc. Et je me demande comment ça a fonctionné pour chez les communistes allemands et chez les communistes français. Et en fait, tout à l'heure, vous avez dit que finalement, le cotomontage avait quasiment disparu au tournant des années 30. Au milieu des années 30. Au milieu des années 30. Je me suis demandé si ça n'avait pas finalement aussi un rapport avec ce réalisme socialiste qui va s'imposer et de manière complexe, on veut dire ça fait pas que de la merde. Ça, si je peux m'exprimer ainsi, mais du coup, est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'on va voir moins de photomontage, moins de montage, de travail sur le découpage, etc. Sachant que Eisenstein, quand même, on continuait de travailler comme cinéaste, combien même c'était plus quel réalisme qui s'imposait. Enfin bref, voilà. Je me suis dit que peut-être il fallait avoir un regard qui mette en relation la doxa sur les questions esthétiques et le travail de Heisel et de regard à ces personnes. Allez, tu veux dire quelque chose? Oui, un mot peut-être, oui. Sur les photos. Oui, sur la présence des femmes dans les couvertures. Alors, cette image est un peu trompeuse parce que elle vient, donc c'est un reportage clé en main qui est envoyé directement d'Union soviétique et qui présente en effet les deux filles de la famille Philippov, prétendument famille ouvrière de Moscou, et elles sont assez peu représentatives de l'ensemble des couvertures et de Regard et de l'AIZ. Et bon, il est vrai qu'il y a quand même une dominante masculine du fait d'une esthétique qui privilégie les portraits d'ouvriers, portraits plutôt en général en légère contre-plongée de garçons en bonne santé, etc. Néanmoins, ce qu'il faut quand même dire, c'est la présence de Lily Corpus au sein de la rédaction de l'AIZ et qui prend finalement la direction qui devient rédactrice en chef, à donner à l'histoire des femmes et au rôle social des femmes une importance non négligeable, puisqu'elle était en charge d'une double page dans chaque numéro consacré aux femmes, et qu'ensuite, en tant que rédactrice en chef, elle s'adresse d'abord, elle traite des sujets qui sont liés à l'histoire des femmes. Quand je dis l'histoire, c'est aussi parfois c'est des doubles pages qui peuvent avoir un caractère historique sur les femmes à l'époque moderne, au Moyen Âge, etc. Ou sur des sujets contemporains relatifs aux femmes, et notamment la campagne pour la légalisation de l'avortement. Ça, c'est une campagne très importante en Allemagne. Et donc l'AIZ, et je dirais pas que c'est un journal féministe, mais il comprend une composante clairement féministe. Sur le cinéma, Tanguy, je suis tout à fait en accord avec ce que tu viens de dire, parce que il faut rappeler que Münzenberg, c'est celui qui diffuse les films d'Eisenstein et Pudovkin en Allemagne. C'est le Secours ouvrier international qui organise toutes les projections clandestines de ce cinéma-là, et que par ailleurs le Secours ouvrier international rachète, s'allie avec j'ai oublié le nom de cette maison de production à Moscou, Goskino, je crois, pour créer deux sociétés, une société de diffusion de cinéma qui s'appelle Prometheus Film et une société de production installée avec des studios à Moscou qui est le Meshra Prom Film ou quelque chose comme ça. Donc les films du Secours ouvrier international. Et ils produisent essentiellement des films d'actualité, mais aussi des films de fiction qui sont diffusés en Allemagne. Un film allemand de fiction est diffusé en URSS. Donc il y a des échanges continus
dans le cinéma à travers The Courrier International. Les Amis de Spartacus, c'est aussi une histoire tout à fait semblable, enfin tout à fait parallèle à celle-ci. Et en effet, le cinéma il peut pas être détaché en fait de cette question des images. Le magazine, c'est une autre forme de militantisme ou de propagande par l'image. Sur la méfiance face aux images, je te remercie, c'est très intéressant. En effet, elle n'a pas été dissipée du tout, hein, elle continue d'exister. Et puis, le réalisme socialiste est un sujet débattu, y compris en rapport avec la photographie, mais de façon un peu sporadique. Le texte de Louis Aragon sur John Heartfield utilise ce qualificatif de réalisme socialiste dans sa description. Alors je sais plus très bien comment il faudrait le relire. On l'a publié dans le catalogue de photographie armes de classe. Mais il fait un lien qui est tout sauf évident parce que on voit bien les photomontages de Heartfield sont pas réalistes. Mais il fait un lien avec cette idée du réalisme en tout cas. Et l'exposition de 1935 Documents de la vie sociale est un peu qui est organisée par la EAR et sous-tendue par cette idée du réalisme. Mais je crois que le plus important dans la théorie, disons, de la photographie ou la théorie de l'utilisation de documents photographiques dans la presse, le plus important, c'est le modèle que les soviétiques vont diffuser par le biais de Tretiakov. À partir de 1931, Tretiakov fait des reportages, on sait qu'il photographiait beaucoup. Il invente la literatura facta, donc la littérature factographique, on pourrait dire, ou même le néologisme factographique apparaît à ce moment-là dans la théorie artistique de l'Union soviétique. Et il vient à Berlin faire des conférences pour expliquer ce que c'est que la factographie, c'est-à-dire avec cette grande idée que l'épopée, que les Tolstoï et Dostoïevski du 19e vont être remplacés par les journalistes d'aujourd'hui, que la grande épopée aujourd'hui s'écrit dans la presse quotidienne et elle est illustrée de photographies. Et lui-même publie des photographies dans les articles qu'il prépare, notamment lorsque il va être envoyé pour faire la propagande d'un kolkhoze, le phare du communisme, c'est le nom du kolkhoze, et il en rapporte toute une sorte de chronique de cette expérience illustrée de photographie. Et donc là, on a à la fois le modèle du photo-essai que j'ai montré à l'instant et cette idée de la littérature factographique qui pourrait être une sorte de pendant journalistique au réalisme socialiste. Sur la place des femmes, donc j'ai cité tout à l'heure Paul Malgrati, qui avait fait un mémoire sur les couvertures, sur les unes. Parce que en dépouillant le journal, on se rend compte qu'il y a les couvertures, mais il y a aussi l'intérieur du journal et qu'il y a un enjeu, à mon avis, à travailler les deux. Quoi qu'il en soit, sur les couvertures, Paul Malgrati donne les chiffres suivants. Femmes 33%, donc des unes avec des femmes 33%. Hommes 57%. Et puis il y a mixte. Alors vous faites ce qu'il a pas fait, donc moi je vais pas le faire non plus. 80, ça doit être 10% pour les unes mixtes. Donc deux tiers, un tiers en gros. 2 tiers d'hommes. Ça c'est les années 30. C'est pour les années 30. Ouais. Donc il y a une dominante masculine, mais elle est pas voilà. Voilà. C'est pas écrasant. C'est 2 tiers, un tiers dans les années 30, voilà. Non, c'est pas que tiers, un tiers. 33 et 57, ça fait pas le tiers. Oui, d'accord. Oui, mais tu peux dire que dans le mix, c'est des femmes. Oui, bien sûr. Il y a les deux. 3%. Et si les couvertures,
Il y a des femmes. D'accord. Donc c'est pas voilà. C'est mal. Voilà. Après sur la question du féminisme, il faut regarder, mais il y a des rubriques. Il y a une rubrique au début des années 30, mais c'est toujours le même sujet avec le Parti communiste. On sait ça sur la question, par exemple, de l'avortement, du droit à l'avortement. Dans la période sectaire révolutionnaire, ils sont pour l'avortement, et à partir de 36, au moment où ils sont unitaires, ils sont plus pour l'avortement. Et ouais, c'est con, hein. Mais parce qu'il faut gagner les élections. Et donc le journal, il évolue aussi. Il y a une rubrique, je me souviens, je crois que ça s'appelle Femmes. Et puis ensuite, la rubrique, elle va changer de nom. Elle va s'appeler Femmes, Enfants, Cuisine. Dans la deuxième moitié des années 30, c'est-à-dire l'apogée du journal. Donc il y aurait toutes ces questions à travailler vraiment avec précision. Voilà. Sans pouvoir intervenir, effectivement, on a repéré cet bisement qui correspond avec la politique du Parti communiste, mais je pense que dans l'article, il y a le moral, et trop loin, justement, oui, qu'on considère que dans cette lecture-là, vraiment, pas le Belacambiard, le populisme, et tout ça. Et il y aura des notions qui seraient à interroger, parce que je trouve qu'il y a un chou en valeur de sa part, et à des utilisation des avant-gardes aussi, et qui l'enlève d'un contexte international des histoires de l'art, si, où les avocats, ils mettent que c'est estompé ici, et que, dans les nuances à aborder. Une dernière petite remarque, c'est, qu'il faudrait peut-être s'interroger, c'est une piste, je connais rien, c'est sur l'art de la légende. Et l'art de la légende. Qui les gens, comment les gens, ce que m'a dit Rodis, et après, j'ai pensé à ce qu'appelait Brecht aussi sur le travail de la légende et des détournements qui semblent très intéressants. Donc, comment assumer, comment de faire un acte politique, la lecture donnée à la classe ouvrière, la proximité de qui marque comme une image par une légende. Ça me semble extrêmement important dans peut-être ça côté piste. Voilà, j'ai perdu la troisième petite remarque que je voulais faire, mais c'est pas grave. Et quelques remarques un petit en voix. Concernant les publics, il a été signalé le rapport qu'il y avait avec l'AEAR, et il me semble que c'est aussi l'idée d'offrir une tribune écrite à ses compagnons de route qui n'étaient pas des gens du TC, mais qu'on voulait inscrire dans un cercle curriculaire. Et finalement, une publication, c'était extrêmement intéressant. Et concernant les rapports avec justement l'AER, Arabon s'occupait de la section Soto, et la fameuse exposition documents de la vie sociale. Il écrit un texte qui est quand même assez négatif par rapport aux photos qui sont présentées. Oui, c'est en vrai. disant qu'une partie ne sont pas du tout représentatives de ce qu'on attend de la vision du peuple, que c'est des visions d'artistes, d'intello qui sont très loin de la classe ouvrière. Ah, il critique un peu, oui. Les nuances, ouais, c'est le jugement. Ouais, il y a les photos de Brassens, ils aiment pas trop. Ouais. Globalement, il y a Cartier-Bresson il y en a 2 ou 3 qui, grâce à ses yeux, et les autres disent que c'est brumeux. Il dit que c'est brumeux, que c'est terrique. Le photomontage de Ronis à Grasse, parce que c'est un canon, c'est une cheminée d'usine qui est transformée en canon. Alors, des détails mais qui ont finalement quand même leur importance. Pont-Abri, il était proche des architectes, mais c'était aussi un grand copain de René Zubel. Et de l'Alliance Photo. Oui. Et donc, ce qui introduisait vraiment pas mal de photographes là. En ce qui concerne les appos, moi je suis absolument d'accord avec ce que tu dis Christian, aux Français qui n'étaient pas très doués pour faire des photographies,
Et quand on regarde, on examine quelques photos qui restent dans le fond de l'humanité, on voit qu'elles sont pas exploitables, en fait, les photos. On ne peut pas les mettre les traduire dans un journal. Techniquement, c'est pas possible. Elles sont toutes petites. Il n'y a pas de piquet. Elles sont quasiment inutilisables, en réalité. En ce qui concerne ce qui a été dit au début sur le rejet des images des instances politiques, mais le rejet des images, c'était pas que les instances politiques communistes, c'était donc toute la presse, on ne voulait pas d'images. Et en fait, Excelsior, qui est le premier magazine qui véritablement instaure des images de façon importante, c'est un fiasco, ça ne marche pas. Et finalement, dans les rédactions, on est toujours à dire que les images, c'est pour les gens qui savent pas lire, hein. Et c'est quand même global. Et on voit que à chaque fois qu'il y a dans la presse de cette époque, à chaque fois qu'il y a des restrictions de pages pour des raisons budgétaires, ce qu'on avait en premier, c'est toujours mes photographies. C'est pas les textes. C'est toujours la photographie qui diminue de façon assez importante. Et pour terminer sur Roguin, moi il me semble que il y a eu un désir fort de mettre en place ces fameux impôts, que ça n'a pas marché et que il y a eu des problèmes constants avec les photographes qui n'étaient pas des impôts. Rollis m'expliquait très bien ils étaient en dissidence parce qu'ils ne voulaient pas signer les photos. La première chose, c'était qu'on ne signait pas les photos. Et eux, les photographes, ils se bagarraient dans les autres publications pour que leur photographie soit publiée. Donc, non seulement leurs photos, mais leur nom soit indiqué. Et le premier reportage de Capa, il n'y a pas seulement. Et Capa, il fait un cirque pas possible parce que, mais ils n'admettent pas, ils n'admettent pas la chose. Donc ça a été permanent. Et une des contradictions quand même de regard, c'est que finalement, ils vont faire un virage important avec la guerre d'Espagne parce que finalement, un autre photographe va être leur bandeau de première out pour vendre leur journal. Et on voit bien comment on va passer de Chine, notre envoyé spécial, à Capa. Et donc là, il y a un renversement assez important et qui est très rapide. Vous pouvez vous présenter. Françoise Delahaye, historienne. Peut-être une réaction sur les APO. Oui, bien sûr. Je propose Christian Loschke, puis après on arrête. Et puis celles et ceux qui voudront profiter de la visite guidée par Thomas, le régisseur. Non, directeur. Juste un mot, merci pour toutes ces remarques très très justes et sur les APO, c'est très vrai. Il y a des anecdotes assez drôles à raconter sur l'incapacité du SOI français à envoyer des images à Münzenberg à Berlin. Un document que j'avais trouvé, c'était une lettre de Dutilleul à Münzenberg sur une campagne du SOI dans le sud de la France après des inondations. On est en 1900, je sais pas combien, 28, 29, quelque chose comme ça. Et il s'excuse du fait que ils avaient amené un appareil photo, mais on-off qui devait faire les photos, il avait pas réussi à armer son truc, il avait planté toutes ses photos, et du coup ils ont ramassé les photos du secours catholique qui sont envoyés à Münzenberg en disant bien que bon, c'était un peu fade, mais que la prochaine fois il ferait mieux.
Bon, alors ça c'est pour la documentation du Secours international. Et sur les APO, il y a une chose qui est, à mon avis, qui est une des raisons aussi de leur échec, disons, à s'articuler à la publication de Regard, c'est le fait que la transposition des photographes ouvriers sur le modèle, disons, allemand, on va dire ça comme ça, parce que c'est quand même en Allemagne qu'est née cette idée d'une propagande par la photographie ouvrière, c'est faite par l'intermédiaire d'une association artistique, l'AER. Et alors que donc les APO ont été très rapidement adossés, alors ils étaient indépendants de l'AER, mais ils ont été rapidement adossés à la section photo de l'AER, puisque l'OTA, qui travaillait pour Aragon et animait et coordonnait la section photo de l'AER, c'est lui qui donnait les cours et faisait la liaison avec les APO. Ce qui fait que ceux qui sont censés promouvoir l'activité des amateurs photographes ouvriers étaient essentiellement des artistes ou des photographes professionnels qui avaient tout intérêt à se professionnaliser. Or, en Allemagne, les structures sur lesquelles étaient adossés les ouvriers photographes, c'était le milieu de l'édition. C'était le Neuer Deutscher Verlag et accessoirement les autres illustrés qui publiaient ces images. Le Neuer Deutscher Verlag avait tout intérêt à ce que ce réseau fleurisse et donc offrait un soutien logistique, financier important aux amateurs photographes ouvriers en Allemagne. L'AER était une organisation de propagande assez élitiste avec des artistes, des écrivains. Les amateurs étaient le cadet de leurs soucis. Ils n'avaient pas un intérêt direct à favoriser ce journalisme. Et Regard était une structure encore trop précaire pour pouvoir organiser d'abord et publier un bulletin mensuel. Ça coûte de l'argent. Comme le faisait Münzenberg en Allemagne, organiser des expositions avec des remises de prix, avec des portfolios qui circulent de Paris à Bordeaux, à Marseille, je ne sais pas où. Évidemment, tout ça, c'est toute une infrastructure qui n'a pas pu émerger en France, je pense, du fait de cet adossement aux structures artistiques et non pas aux structures de l'édition. Oui. Oui. Il nous reste 12 ou 13 séminaires. Hein. On reviendra. Ça, c'est ces rapports des atouts à l'AER. Quand j'interrogeais Rollis, il nous disait que les apôts ne venaient pas. Il dit, rapidement, on n'en avait pas. Ouais. Quand j'interrogeais Cartier-Bresson sur l'AER, il dit qu'il y allait. Il dit que ça n'existait quasiment pas et qu'il ne savait pas. Et en fait, troisième événement sur l'AER, c'est que moi, j'ai quand même retrouvé une carte de Kertel, oui, de l'AER dans ses archives. Hein, une carte en bonnet du fond avec un faux nom, mais bon, c'est lui, ouais. Bien que il y avait des cartes, il y avait quand même une structure. Quand on les écoute tous, il y avait des expos, mais chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Oui. Oui, c'est les artistes. Oui, bien sûr, individualiste. Strobos qu'on lève la séance. Le prochain séminaire aura lieu donc le 8 décembre ici, avec Françoise Denoyel et Tanguy Perron, et vous êtes à nouveau les bienvenus. Voilà.